On va commencer. Je suis très contente d'accueillir ce public présent qui a eu le courage de venir jusqu'ici par ce temps. Et nous savons qu'il y a à peu près 300 inscrits à distance. Donc, il y a plus de monde à l'abri que de monde ayant affronté les intempéries. Alors, on est très content de recevoir ce soir Monica Néagoy, très célèbre. Je pense qu'elle fait partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et il me semble qu'elle avait d'ailleurs une journée sur la santé mentale aujourd'hui. Voilà, elle me dit oui, donc c'est ça. Donc Valérie Delobel, qui est à l'initiative de l'invitation de Monica, me l'a définie comme une globe-trotter de l'enseignement des maths, globe-trotter de la méthode Singapour, bien sûr, et surtout, il est évident qu'elle a une carrière tout à fait internationale et qu'elle atterrit à Paris et à l'ICP aujourd'hui. Voilà. Alors, donc elle est, comme vous l'avez lu sur les présentations, elle est franco-américaine et donc a confronté un peu les méthodes d'éducation et s'est frottée à des façons différentes de faire. Et quand elle a commencé sa carrière, c'est à Georgetown, elle a tout de suite, donc en tant que responsable mathématique, enseignante mathématique, a tout de suite formé un institut pour justement former les profs. C'est pour ça que vous êtes là, pour former les profs, mais de l'école au lycée, si j'ai bien compris. Ça a commencé avec le lycée, puis le collège. Puis l'école, voilà. Alors, j'ai regardé, comme d'habitude, sur ChatGPT ce qu'on disait de notre conférencier, ça m'amuse toujours. Et donc, on me dit qu'elle est une mathématicienne renommée, éducatrice renommée, etc. Et surtout pour sa capacité à rendre les mathématiques accessibles et encourageantes. Ça, c'est ce que dit ChatGPT, on va voir ce soir. Et j'ai regardé les articles, YouTube, etc. Les titres, c'est « L'amour des maths est contagieux »,« Les maths sans larmes ni peur ». Hein, voilà. Donc on est sur ce registre et il y a eu une interview avec Barthès où elle n'arrêtait pas de dire « mais les petits Français ne sont pas nuls en maths, contrairement à ce qu'on croit ». Voilà. L'idée, c'est que l'on prenne plaisir et qu'ils réussissent, parce qu'on est très inquiet, comme vous le savez, toujours en France. Enfin, on est toujours inquiet puisque français, mais on est aussi inquiet à cause du 26e rang l'année dernière sur 85. Alors, on constate que tout l'OCDE baisse, mais ça ne nous console pas. Donc, on essaye justement de voir ce qu'on peut faire pour que les enfants ne s'éloignent pas des maths ou le plus tard possible. Voilà, alors à ce titre, Madame Néagoy est dans la commission Torossian-Villani, hein, et donc a travaillé à adapter la méthode Singapour à la France, puisque ça fait partie des objectifs qui ont été demandés par le ministère. Et donc, dans les éditions Librairie des écoles, éditions qui sont présentes ici et dont vous avez les parutions qui sont présentées et qui vous seront données de toute façon sur la liste des ressources que vous recevrez plus tard. La librairie des écoles, on y trouve « Je m'entraîne en maths avec la méthode Singapour », mais aussi la Bible du professeur. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi pour les parents, donc tout public. Alors, quant au public de ce soir, on a donc un petit nombre de présents, beaucoup de gens à distance, des parents, bien sûr, beaucoup de profs de maths, forcément. Et on a plus de secondaire que de primaire. On sait que dans l'enseignement primaire, en France en tout cas, les enseignants du primaire sont très majoritairement plutôt profil lettres et doivent enseigner les maths et ça ne les intéresse pas. Et c'est un des drames de la France. Donc j'espère que tout ce travail va pousser à ce que le primaire progresse en maths. Et puis, on va donc voir comment on peut faire avec Madame Néagoy. Le déroulé, c'est simple. On a d'abord un temps avec Madame Néagoy où elle nous explique de façon concrète, pratique, ce qui peut être fait. Et vous aurez, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, vous recevrez comme d'habitude la présentation. Il y aura des diapositives qui sont privées. Voilà. Donc vous recevrez la présentation et vous recevrez aussi l'enregistrement de cette conférence que nous sommes très contents de commencer maintenant. Voilà.
Bonsoir à tout le monde. Merci pour ceux qui sont devant moi. Avec la pluie et tout, vous êtes là. Et bonjour à tous qui sont en ligne. J'entends que vous êtes presque 300. Je suis honorée. Alors, on vient d'avoir une petite discussion. Il y a peut-être eu un malentendu parce que d'habitude, c'est le primaire qui s'intéresse parce qu'en France, les livres sont publiés pour l'instant au primaire, mais tout ce que je dis, et comme j'ai enseigné dans d'autres pays, surtout aux États-Unis, et j'ai formé au lycée et au collège des professeurs pour la méthode de Singapour, la technique, la méthode, la pédagogie est à tous les niveaux. Voilà. D'accord? Donc, et j'étais justement mercredi dernier à la Sorbonne, dans une des salles là-bas pour l'Académie de Paris, et c'était comment cultiver la pensée algébrique dès le primaire. Et tout était dessus, sur ce sujet. Et justement, puisque je viens de l'université, c'est comment enseigner au collège et au primaire de façon à empuissanter, empower, je sais que ça n'existe pas, empuissanter les élèves pour réussir dans les mathématiques abstraites. Donc, c'est vraiment un sujet dont je vais publier un livre bientôt, mais c'est un de mes dadas. Bon, on y va. Alors, mon public, je sais que vous êtes tous secondaires, mais c'est vrai que tout commence au primaire et c'est vrai que dans mes formations, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai commencé au secondaire, puis au collège, donc je fais des formations à tous les niveaux. Donc voilà une petite présentation des différents points de ma vous allez les revoir. Donc, un petit mot sur mon parcours. Peut-être j'ai enseigné à l'université, c'était dit. J'étais directrice de National Science Foundation. C'est un peu comme le CNRS. Et ça fait vraiment, ça fait vraiment depuis 20 ans que j'ai volé de mes propres ailes. Et je travaille essentiellement en Amérique du Nord, dans le Moyen-Orient, un peu à Singapour et en France, en Europe, bien sûr. Pas seulement en France, mais je suis en France depuis 2016 avec grand plaisir. Donc, mes activités, des conférences, même si j'ai jamais été professeur des écoles, je fais des formations dans les écoles, à tous les niveaux, bien sûr, dans les écoles où je fais des formations avec les profs après 1 an ou 2, ils me demandent de revenir et je travaille avec les enfants. Et comme ça, c'est pour ça que toutes les questions qui me posent et qui nourrissent mes livres, mes vidéos, etc., ça vient des profs et des enfants. Donc, la pratique de tous les jours, même si j'ai été professeur universitaire, je connais la pratique du quotidien des profs. C'est pour ça que j'ai plein d'exemples. Donc, les livres en anglais pour les professeurs, parce qu'en Amérique, il y a une grande demande, des vidéos, des jeux mathématiques, des spectacles de mathémagie. Et en France, en effet, je suis connue pour avoir commencé l'adaptation originale à la France. J'ai fait le cycle 2 et après avoir installé le schéma, toutes les décisions de couleurs, d'adaptation, de personnages, etc., ça a été continué, le même schéma, hein, même édition, même collection de Singapour au cycle 1 et cycle 2 par mes collègues. Donc, tous ces efforts, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, que ce soit avec adultes ou parents, je veux dire profs, parents ou enfants, mon but ultime, c'est d'insuffler l'amour pour les maths. Parce que, bien sûr, amour, c'est plaisir. Quand on aime, on aime parce que c'est enjoyable, ça nous donne du plaisir. Ce n'est pas assez de dire à un enfant, quel que soit son âge, parce qu'au collège, il est encore jeune aussi, c'est important les maths, tu dois les comprendre parce que tu auras une carrière importante après où tu pourras tout faire. L'enfant doit voir le plaisir, la beauté maintenant, dans sa classe, tous les jours, quand il fait des mathématiques. Les enfants viennent à nous avec beaucoup de questions. Ils sont avides de découvertes. Ils sont curieux d'apprendre. Vous savez, souvent on leur dit, bon, c'est bon, tais-toi. Ils ont tellement de questions, 1001 questions. Mais il y a quelque chose que nous faisons ou que nous ne faisons pas, qui fait que, arrivé en secondaire, que ce soit collège ou terminale, la plupart ne veulent plus entendre parler de maths. Il y a des très bons, bien sûr. On a de l'excellence en France, on a. Mais il n'y a pas assez. Cette excellence mathématique, et je dis ça pour tout le monde qui nous écoute, si jamais vous ne le savez pas, on a les meilleurs mathématiciens du monde. En tant que médaillé Fields, on a les meilleurs. Et à l'étranger, on se les arrache, comme on dit, parce qu'ils sont excellents. Mais depuis 10, 20, 30 ans, cette excellence n'est pas reflétée dans les classes. Et moi, je suis démocratique, j'ai un esprit démocratique et j'aimerais que tout le monde goûte
à ça, ou que tout le monde ait sa place au festin des mathématiques, parce que tout le monde a sa place. Donc, voilà. Et ceux qui sont très bons en terminale, ou en première ou en seconde, on les appelle des noms comme egghead, tête de, n'est-ce pas, ou des cracks, ou des choses un peu parfois négatives. Nerd, on dit en anglais. Bon, donc ce que Arthur Avila a dit, et ça c'est un des médaillés Fields de France, d'origine brésilienne, on a vidé les maths de son essence. Et c'est vrai, pour beaucoup d'enfants, surtout au secondaire, on pense que c'est des formules, on pense que c'est, et je pense maintenant que vous êtes tous secondaires, mais j'aurais dû mettre des slides, c'est pas grave, mais je vous les dirai tout à l'heure. Donc, on pense que c'est des formules, des procédures, des définitions, voilà. Et souvent, par exemple, en Amérique, on dit, dans la recherche anglo-saxonne, on dit que la division, par exemple, de 7/8 divisé par 1/4, la division de fractions, c'est une des choses les plus difficiles à enseigner et les choses plus difficiles à comprendre. Eh bien, dans la façon dont on l'enseigne dans la méthode de Singapour, c'est tout à fait clair et évident. Donc, si on voyait, parce que le cerveau humain, il cherche à comprendre, to make sense. Et quand le cerveau humain ne comprend plus, il s'éteint, la flamme mathématique s'éteint. Donc, quelques réflexions. La barre est très haute aujourd'hui parce que si on compare avec l'après-guerre, ce qui était enseigné en mathématiques, c'était pas, c'est-à-dire on venait à l'école, quel que soit le niveau, et le professeur ou l'instituteur était vraiment celui qui contenait au sel toutes les connaissances. Et on venait, le robinet s'ouvrait, on ingurgitait, on digérait, puis on régurgitait à l'examen. Or, on sait aujourd'hui, non seulement de la neuroscience, que l'enfant a déjà des concepts de nombre, de bornes numériques dans sa tête. Bien sûr, elles doivent être modifiées, elles doivent être perfectionnées par l'enseignant, bien sûr. Mais il vient aussi avec plein de connaissances à l'école. Donc, il a des idées. Tous les enfants, on disait, à tous les niveaux. Quand on enseigne quelque chose de nouveau, il faut demander qu'est-ce que tu sais déjà ou qu'est-ce que tu penses savoir pour accéder à ces images mentales des enfants et construire avec. Parce que l'enseignement, c'est comme une danse. Ils font un pas, on lui fait 2 pas. Ils font 2 pas, on fait un pas. On travaille ensemble. Et si nous arrivons en pensant que nous allons leur montrer, nous allons leur dire, nous allons leur expliquer, ça veut dire qu'eux, tout de suite, ils prennent cette position passive de récepteur. Et il faut qu'ils soient actifs. Dans Apprendre, le livre de Stanislas Dehaene, qui est un de ces derniers, il dit « Un cerveau passif n'apprend pas ». Et c'est vrai, ils doivent être engaged. Pourquoi tout ça, c'est important? Alors, ce slide, il devait aller après. Donc, je reviens à ce slide, excusez-moi. Donc, ça, c'est les programmes. Bon, les programmes, ils varient dans le temps et dans l'espace. Ça dépend, 1950, 2025 ou 2050, ils ne seront pas identiques parce que les priorités des sociétés changent et évoluent en fonction de ce qui se passe. Par exemple, le Covid. Le Covid a fait mourir des métiers et naître d'autres. Donc, les recherches, en fonction des besoins de la société, les pays, les États paient. Et donc, on a des nouvelles recherches, des nouvelles priorités, mais ça prend du temps à descendre dans les programmes, n'est-ce pas? Donc, les programmes changent dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est que au Japon, en France, aux États-Unis, c'est pas identique. Mais on a des domaines généraux, bien sûr, mais on a aussi des priorités culturelles, hein? Il y a des différences. Par exemple, dans l'adaptation de la méthode, c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas une traduction, c'est une adaptation, il n'y avait pas assez de géométrie. Parce que nous, dans l'Ouest, dans l'Occident, on a hérité de cette tradition grecque où tous les grands problèmes, c'était avec la règle, le compas et l'équerre, non? Même sans l'équerre, non? Il y avait la règle et le compas. Et il n'y avait pas assez de tracés géométriques dans la méthode de Singapour, dans le programme de Singapour. Donc, on a dû supplement, on a dû ajouter, faire une séance, une unité sur ça. C'est des exemples. Donc, les programmes changent, même si les grands domaines sont là, hein, mais ce que je veux vraiment insister, c'est sur ces compétences cognitives de plus haut niveau,
ces verbes d'action physique et mentale à travers lesquels les enfants, à tout âge, interagissent et rendent vivants les mathématiques dans la classe. Les mathématiques ne vivent pas entre la première de couverture et quatrième de couverture d'un livre, quel que soit le livre, même le meilleur. C'est à travers la conversation de la classe, c'est à travers les questions, c'est à travers les conjectures, c'est à travers les communications, c'est à travers les représentations que je donne de mes idées ou de ma solution. Voilà. Et si nous ne changeons pas notre idée sur ce que sont les mathématiques, ce n'est pas une liste de topics, de thèmes, de sujets. Voilà. Toc, toc, toc. C'est tout ce qui se passe dans la classe. Parce qu'on a le meilleur livre, mais s'il est mis en scène dans la classe, j'ai aussi une casquette de théâtre, d'accord? Donc, je dis toujours mise en scène. Une fois, on a fait la mise en scène de Huis clos. On avait un théâtre franco-américain aux États-Unis, de Sartre. Eh bien, il est arrivé it happened, que la même semaine de notre ouverture, il y a eu une autre, dans un autre théâtre, mais peut-être pas la même semaine, c'était la même année, il y avait 3. Eh bien, ils ont utilisé, comme nous, le même livre, les mêmes didascalies, pour dire exactement ce qu'il faut faire. Vous rentrez dans ces 3 théâtres, ces 3 univers différents. C'est ça, la mise en scène d'une séance. On ouvre un livre, on voit 2 pages, on dit « ça, je peux le faire en 2 minutes, en 5 minutes, c'est quoi ça ?» Eh bien, justement, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans le livre qui se passe dans la classe. Et ça, c'est tellement important de le comprendre. It's a human face. Il faut ajouter aux mathématiques, il faut donner aux mathématiques un visage plus humain. Les choses ne sont pas comme ça. Il y a tellement d'adultes qui aimaient les maths petits et puis qui me disent plus tard, je n'aime plus. Et ils disent parce qu'à un moment donné, je n'ai plus compris. Et puis, quand je demandais, on me disait, et ça, c'est pas seulement en France, hein, je dis partout, on me dit, oh, it's just like that. C'est comme ça. En maths, c'est comme ça. Eh bien, non. C'est ça, la beauté des maths. C'est que tout est explicable. Tout est logique. Tout est beau. OK. Donc, en France, quand je suis arrivée pour vivre, hein, parce que j'ai jamais en fait vécu, hein, j'ai fait mes études en français dans une école au Vietnam, au primaire, et au secondaire, j'étais à Washington, le lycée français. Donc, je suis de culture française, même si j'ai jamais vécu ici. Mais quand je suis arrivée en 2015 et j'ai commencé l'adaptation, j'ai regardé et étudié les programmes depuis 2015, et même un peu avant, je suis allée voir. J'ai aimé ces verbes. Ça fait partie de c'est un sous-ensemble de mes verbes, mais je demande toujours, est-ce que, et c'est une question rhétorique pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que vraiment nous plaçons les petits dans la posture de petits mathématiciens qui cherchent au moins une fois dans une séance, ou est-ce que nous pensons que les maths, c'est pas comme les autres matières? Je dois montrer, je dois guider, je dois dire, parce qu'ils n'ont pas la matière qu'il faut. C'est une question. Young mathematicians at work. Je crois qu'on dit les mathématiciens en herbe, c'est ça? L'expression, voilà. OK. Donc, encore quelques remarques. Stanislas Dehaene, il a écrit ce livre et puis il a écrit 15 ans après. Vous connaissez l'expression la bosse des maths, ça vient d'un Allemand qui vraiment avait identifié au-dessus de l'œil gauche, dans le crâne, une bosse et disait, eh bien, Stanislas, il a voulu vraiment montrer qu'il faut démonter ce mythe. Et malheureusement, et vous le savez, nous, les parents et les élèves, parce qu'ils entendent, ils apprennent, ils sont formés par nous, les parents et les élèves, les adultes autour des enfants leur disent trop tôt, ah ben, tu es matheux, tu es littéraire. Cette dichotomie, je vous jure, est néfaste. Parce que tout enfant a la capacité, s'il est intéressé. OK, bien sûr, hormis des accidents cérébraux du cerveau qui vraiment empêchent l'apprentissage, ou des apprentissages graves, mais un enfant normal, et la plupart le sont, ils sont capables to enjoy la beauté des maths et le plaisir des maths. Donc, il faut qu'on arrête avec cette dichotomie. Moi, j'ai toujours été les deux. J'adorais la littérature, le théâtre, la danse, la musique, l'écriture, la poésie, l'écriture. Pour moi, ce serait un rêve d'écrire un roman.
Les gens disent « Waouh, tu écris sur les maths ». Pour moi, ça, c'est simple. C'est le roman, c'est la littérature qui me passionne. Et donc, les deux cerveaux, les deux hémisphères du cerveau, on sait maintenant que la paroi entre les deux n'est pas opaque. Les choses passent. Damasio a écrit le livre « L'erreur de Descartes ». Excellent livre. Il dit « Le cerveau qui tombe amoureux, qui pleure, qui aime, c'est le même cerveau qui raisonne, qui calcule et qui résout des problèmes. » N'oublions pas ça. On a tellement, ça s'appelle l'erreur de Descartes parce que même si on adore Descartes pour tout ce qu'il nous a donné, il a aussi fait ça, malheureusement, et c'est dans notre culture française. Moi, je le sais, j'étais au lycée de Washington, on parlait des matheux et des littéraires. Et moi, j'étais offensée parce que j'étais dans les matheux, mais je voulais être littéraire. Je voulais être les deux. On appelle ça en anglais Renaissance Woman, Renaissance Man, quand on goûte dans les deux. Et vous savez que les mathématiciens et les élèves bons en maths, ils sont très bons en musique. Ben, c'est les arts. Et on le sait pourquoi, mais je n'entre pas dedans. OK. Alors, autre chose importante, c'est les travaux sur la confiance en soi. Ça va être un des projets sur lesquels on va travailler cette année au Cézanne. Parce que la confiance en soi de l'enfant, ce monsieur qui est Alvaro Bilbao d'Espagne, il donne des conférences aux parents, et ça c'est le livre traduit en français de son livre, il est en espagnol, en anglais, et il parle du fait que si l'enfant sent que les adultes, alors P c'est pour parents, mais moi je mets P pour professeur aussi, si le parent ou le prof a confiance en l'enfant, eh bien c'est moitié de la bataille pour l'enfant, parce qu'il sent que les adultes qu'il aime et qu'il estime ont confiance en lui. Ils lui disent, tu as une mauvaise note, mais l'essentiel, c'est pas ta note. C'est pas, vous savez, les parents qui attendent, les enfants rentrent à l'école, de l'école, t'as eu combien? T'as eu combien? Et est-ce que quelqu'un a eu plus que toi? Et souvent, la discussion s'arrête là. How about, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as aimé l'examen? Est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant? Est-ce que quelque chose t'a changé? Est-ce qu'une chose? Parce qu'une évaluation, c'est pas seulement pour la note, c'est pour apprendre. Une évaluation bien faite, vous le savez, c'est pour enseigner. Donc, voilà, faut pas dire, tu arriveras jamais, tu pourras pas, tu n'auras pas ton bac. Et ça, je le dis parce que on me les a dit, ces choses. On me les a dit. Mais je suis sûre que je suis devant un public modèle. Et vous faites pas toutes ces choses. Toujours comme ça. Present company excluded, non? On dit. OK. Donc, 4 choses que la mission maths, à la mission maths, on a interviewé pendant 5 mois des gens de la société française. J'étais honorée de faire partie des 18 membres et on posait toujours la même question. Que c'était des parents, que ce soit des parents, des profs, des chercheurs, des profs de lycée, des profs de collège. On a vu tout le monde. Et la question était toujours pareille. En France, il y a l'excellence mathématique. Pourquoi à l'école n'est-elle pas reflétée? Pourquoi? C'était la question que vous avez dit. C'était toujours pourquoi nous sommes si nuls en maths. Une expression que j'aime pas, et en effet, à Yann Barthès, j'ai dit, ce n'est pas vrai, on n'est pas nuls. Le potentiel est là. Comme tout autre enfant de tout autre pays. On n'a pas des cerveaux différents en France. Hein? Pas du tout. Donc, il y a eu plein de choses. Mais 4 choses, on parlait toujours de l'erreur. On a peur de faire l'erreur. L'erreur est condamnable presque. C'est faux. C'est faux. Et donc, on a peur de l'erreur. Alors que Joe Bowler de Stanford dit « Mistakes make the brain grow ». C'est à travers les erreurs qu'on veut apprendre et qu'on écoute pour faire mieux l'autre fois, la prochaine fois. Si on se trompe pour aller et on a une conférence et on cherche un chemin et on se trompe et on n'arrive pas, la prochaine fois, on va regarder et étudier, on n'oubliera pas parce qu'on aura appris. C'est toujours par l'erreur qu'on apprend dans la vie, d'accord? Donc, il faut célébrer l'erreur. Il faut l'attendre, expect it, respect it and correct it. Voilà ce que j'ai dit. You expect them, c'est normal. S'il n'y a pas des erreurs, ils ne sont pas à l'école. You receive them, you respect them, on respecte les erreurs. Et après, on les corrige et on dit, maintenant, tu ne vas plus le faire. Je suis sûre que tu vas réussir la prochaine fois. Chaque enfant a une forte, une force. On ne peut pas, comme dit Einstein, juger un poisson la façon dont il grimpe l'arbre.
Il y a des enfants qui sont bons en numération, il y a des enfants qui sont bons en calcul mental, il y a des enfants qui sont bons en géométrie. Et dans l'art même, utiliser l'artiste dans la classe. Parce que les maths, il n'y a pas un mur entre l'art et les maths. Vous savez, quand j'ai eu mon master's de pure mathématiques avant le doctorate, c'était Masters of Arts, not Masters of Science. Et j'étais tellement contente. Parce que les maths, c'est l'art. On invente, on crée quand on crée des mathématiques. La tolérance de la diversité, pas seulement dans le sens obvious, évident, mais dans le sens même en maths. Il n'y a pas une façon de faire. Bien sûr, il y a une façon experte qu'on aimerait qu'ils apprennent. Mais avant d'arriver à la façon et procédure experte, ils doivent essayer d'autres façons. Et on appelle ça des child-friendly methods, des méthodes qui parlent aux enfants, qui font sens. On ne va pas tout de suite à la méthode experte. Donc, ce qui est plus beau en mathématiques, et je pense que vous le croyez aussi, mais j'ai vu des profs pas comme ça. Hein. Je me rappelle en terminale à Washington, tous les A qui étaient en A, dans la section littéraire à l'époque, et leurs professeurs avaient quitté, ils étaient tellement énervés avec eux que les 3 dernières semaines, ils n'avaient pas de prof. Donc, moi, j'ai fait les cours pour mes collègues. Mais ce qu'elle faisait quand elle leur corrigeait, elle distribuait une feuille avec tout exactement la même chose qu'il fallait faire au bac. Et moi, je me disais, j'avais seulement 17 ans, je me disais, mais les pauvres examinateurs qui corrigent, how boring, que c'est ennuyeux d'avoir 25 ou 30 ou 100 copies de la même façon. D'accord? Donc, bien sûr, il y a des méthodes expertes, mais il faut écouter des différentes solutions. Et le plus beau dans la classe, c'est quand on a un problème et on a 2 ou 3 solutions. La façon dont moi, je vais lui montrer, parce que je pense qu'elle est la meilleure, mais il y a 2 façons inattendues. Waouh! On fait venir les 3 colonnes au tableau et on les met au tableau et on discute. C'est ça qui est intéressant quand le travail vient de l'enfant. Mais j'ai vu des profs dire OK, we'll talk about that later, non? Et donc, on ne comprend pas, donc on est un peu gêné. Et un des trucs qu'on disait beaucoup, que les gens nous disaient à la mission, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant en maths, pas dans les autres sujets. Et ça, c'est des Français qui parlaient de la France. Moi, j'arrivais. Je connaissais pas trop la culture en France, parce que j'ai jamais été en France. J'étais dans l'école française, en Asie, en Amérique. Ils disaient, les profs ont et ça, à vous de réfléchir, if it's true, si c'est vrai ou pas, mais ils ont du mal à avouer qu'ils sont faux. Ou ils ont mal à avouer qu'ils ne savent pas. Alors, s'ils ne savent pas, une question qu'un élève demande, ou même, et c'est surtout au secondaire, mais même au primaire, ça arrive, ou une solution qu'on ne comprend pas, on modèle, we model l'esprit scientifique qui est, on va chercher. Ce soir, on va tous chercher en ligne, poser avec les parents, avoir des discussions, et on va essayer de décortiquer ça, revenir demain. Et on sera tellement plus riche dans notre façon de voir. OK, et bien sûr, donner plus de plaisir. Cédric Villani fait aussi beaucoup de conférences sur How to Fall in Love with Math, un peu plus. Bon, et un dernier slide sur, n'oublions pas que le cerveau limbique, là où il y a les émotions les plus fortes, c'est aussi l'endroit des apprentissages et de la mémoire. Ça, c'est tellement important. Ça veut dire que si nous apprenons avec plaisir, we will remember. Mais si nous apprenons avec le contraire du plaisir, parce qu'on ne comprend pas, parce que c'était humiliant, parce qu'on m'a dit que j'étais pas bonne, parce que j'ai pas trouvé, et parce que, voilà, whatever, je me bloque. Il y a une neuropsychiatre américaine qui dit, c'est pas que le lobe frontal où il y a la fonction exécutive n'est pas capable, mais émotionnellement, l'enfant est paralysé, qui ne va même pas essayer parce qu'il a rejeté les maths. Tellement fort. Bon, je sais que tout ça, c'est pas typique en France de parler beaucoup des émotions et de la recherche, mais de plus en plus, on parle de bien-être de l'enfant. Hein? Aujourd'hui, c'était sur ça, le bien-être de l'enfant. Si on est bien à l'école, si on est bien dans la classe de maths, on va aimer plus. J'ai répondu à Madame Delobel sur LinkedIn, parce que j'ai dit avec plaisir, je parlerai du plaisir. J'ai dit, si on aime, on
prête attention. Non, on s'intéresse. Si on t'intéresse, on vraiment prête attention. Si on est attentif, on apprend. Si on apprend, on réussit mieux. Et quand on réussit, on aime. Et la boucle est bouclée. Mais c'est vraiment vrai. C'est lié. Alors, Singapour, c'est une cité-nation. Avant tous ces examens, ils étaient inconnus, mais ils étaient entourés par des pays dans l'Asie du Sud-Est connus pour leur excellence en mathématiques. Mais eux, ils n'étaient pas on the radar, ils étaient under the radar, comme on dit. Ils n'étaient pas du tout connus. En 1965, ils ont obtenu leur indépendance. L'anglais est devenu la langue officielle. À la maison, on parlait le chinois, l'hindou et puis le malais. C'est un peu comme ici, avec des enfants qui travaillent les maths en français, mais à la maison, ils ont une autre langue. Et c'est à partir des années, une fois que d'autres problèmes ont été réglés, à partir des années 80, que c'est devenu une priorité nationale. Le Primary Mathematics Project était la priorité à l'école, comme dans la société, comme à la maison. Parce qu'ils se sont dit, à l'aube du 21e siècle, à l'aube d'un siècle très scientifique, très technologique, si on n'est pas bon en maths, on ne va pas réussir, parce que les mathématiques sont la langue des sciences, vous le savez mieux que personne. Et donc, ils voulaient être, ils étaient ambitieux pour être les leaders du monde, d'accord? Et ils ne vont pas réinventer la roue, c'est leur philosophie, ils étaient quelques millions d'habitants, ils n'avaient ni les moyens ni le personnel, donc ils ont regardé les pédagogies, qui ont fait leurs preuves dans l'histoire, les 10, 20, 30 années avant. Et les noms que je cite, c'est quelques-uns que je vais citer tout au long, que vous connaissez, qui sont connus, mais il y en a d'autres, d'accord? Donc ils ont surtout écouté le retour des terrains des professeurs. Et donc, comme vous le savez, les premiers examens, ils sont caracolés au top. Et donc, pourquoi? Eh bien, Jaap van Haar dit, quand il fait ses conférences sur la méthode de Singapour, il dit « There's no such thing as Singapore Math ». Singapore Math, c'est ce que le monde appelle ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est tout simplement des maths importantes, profondes, et avec du sens et du plaisir. Et on réussit à tout élève, c'est-à-dire ceux qui ont décroché raccrochent, ceux qui sont moyens vont plus loin, et on n'oublie pas les bons pour les challenge, pour leur donner des défis, to challenge them, d'accord? Et donc, quelques idées. Donc, en 15, il y a eu TIMSS et PISA en même temps qui sont sortis. La France était en bas de l'Europe et encore une fois, Singapour était en haut. Donc, ça faisait, vous voyez combien d'années? Au moins 20 ans, 25 ans. Alors, les explications sont nombreuses, mais je vais vous en donner deux. Ça, c'est une devise du Premier ministre de l'époque qui est « Thinking Schools, Learning Nation ». Si nous enseignons à nos enfants comment réfléchir, comment être autonome assez tôt et pas tard, comment analyser, penser pour eux-mêmes, ils vont pouvoir penser, analyser, réfléchir et résoudre dans tous les domaines, pas seulement les maths. Ce qui explique pourquoi en sciences, en maths et dans la compréhension de la langue, c'était les 3 examens que je vous ai montrés, ils sont on top, les premiers. Une autre, il y avait vous savez, chaque ministre d'éducation lance un nouveau mouvement, donc les autres ont été gardés, mais teach less and learn more. Si on veut trop faire, les nouveaux programmes là que j'ai aperçus et dû lire au mois d'avril, c'était au cycle 1 et cycle 2, il y a beaucoup. Et donc peut-être, et c'est très bien, il y a un niveau un peu supérieur et tout, mais il faut des formations. Et surtout pas trop faire. Il faut faire moins et que les enfants en prennent les grandes idées. Et puis après, il y a eu, pour savoir comment, c'est en 2016, la Libre École a fait une traduction du programme. Et en 2016, c'est une adaptation, le nom méthode de Singapour a lancé. Et là, c'est non seulement une traduction, mais une adaptation, comme je vous dis, pour que ça soit conforme au programme et pour que le public aussi puisse l'acheter. Et c'est là où, à peu près dans les années 95, où ils ont lancé la première fois le programme. Et tout ça, ça va être expliqué dans un petit livre, donc je vais vous parler à la fin. J'ai tout détaillé, tout ça. C'est un
c'est le cadre de leur programme qui a évolué au moins 5 fois depuis, parce qu'une des choses qui les marque, c'est qu'ils s'adaptent aux recherches et au retour du terrain. Donc, ce n'est pas fixe pour 20 ans. Ils n'ont pas dit, bon, en 95, on a réussi, on change rien. Non, bien sûr que non. Avant, c'était très paper and pencil, et maintenant, c'est beaucoup de technologie. OK, très important de parler de attitude, on a déjà parlé. Par contre, la métacognition, ce n'est pas anodin, ce n'est pas accidentel que les deux sont en haut. Parce que compétences, concepts et processus, les Français sont très bons. Mais si on ne prête pas attention aussi à tout ce côté humain, et si on ne cultive pas cette métacognition de l'enfant et de nous-mêmes, parce que nous, on doit être métacognitifs dans la façon dont nous enseignons, est-ce qu'aujourd'hui, personne n'a compris? Est-ce que c'est parce que cette année, j'ai des nuls? Ou est-ce que c'est parce que moi, j'aurais pu faire quelque chose autrement? Et si nous donnons cet exemple, les enfants sont pareils. Et ils commencent à, au lieu de, jusqu'au collège, dire « Monsieur, est-ce que c'est vrai? Madame, est-ce que j'ai juste? » Chercher toujours la validation extérieure. Si depuis le début, on commence à dire, quand ils posent des questions que vous savez qu'ils peuvent répondre, vous leur dites bah, « Je suis sûre que toi, avec tout ce que tu sais répondre. » Réfléchis encore plus. Et peut-être on leur donne un petit indice. Mais si on veut toujours être là pour nous aider et pour les valider, le prof m'a dit oui, la prof m'a dit non. Non, je dois être capable d'expliquer et de dire pourquoi je fais ça. Ça, c'est très important. OK. Et maintenant, on rentre dans le programme. Je regarde vite. C'est bon? C'est jusqu'à 7h30, c'est ça? C'est bon. OK. Donc, j'ai choisi 7 piliers. Il y en a d'autres, mais des choses. Donc, premièrement, c'est le sens avant tout. Comprendre le sens des choses. Pas dire des choses et dire, rappelez-vous, souvenez-vous, memorize, apprends ça par cœur. Parce que ce qu'on apprend par cœur et qu'on ne comprend pas, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc, quel que soit ce qu'on enseigne, par exemple, les formules au secondaire, par exemple, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est une fraction? J'ai ça pour vous. Quel que soit le nouveau sujet, il faut qu'on donne du sens. Et on invente des situations. Quand on est petit, on les appelle des histoires. Parce que additionner, par exemple, c'est pas dans le vocabulaire des petits, mais réunir, composer, mettre ensemble, combien il y a en tout, ça leur parle. Donc, on fait des histoires. Moi, j'appelle ça des histoires, on l'appelle comme ça, mais c'est des histoires problèmes, c'est des situations problèmes. Pour rendre, et la magie, c'est vraiment que tout commence dans leur quotidien. Parce que leur quotidien, ils sont à l'aise, ils connaissent, et il y a plein d'exemples. Mais quand on pense même à l'histoire des maths, parce que c'est un domaine qui me passionne, tous les mathématiques ont commencé du concret, du réel. Mandelbrot, avec la géométrie fractale, il a été inspiré par les brocolis, les fleuves, les nuages, n'est-ce pas? Il a été inspiré par le réel. Et après, il a formalisé. Louis Bradford du Canada, un chercheur, dit qu'un des problèmes de la mécompréhension, on dit mécompréhension en recherche, peut-être compréhension erronée de l'algèbre, c'est-à-dire le premier domaine qui est vraiment les maths abstraites, c'est qu'on a coupé, séparé l'histoire de l'algèbre. Et on enseigne une algèbre tellement abstraite, symbolique et formalisée que les enfants voient ce monde souvent. Je sais qu'ici, on l'appelle plutôt calcul littéral, ça commence comme ça, mais toute cette idée algébrique de formule, de généralisation, de représentation, ils ne voient pas d'où ça vient. C'est très divorcé, séparé de ce qu'ils ont fait au primaire. Et donc, le mouvement dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est Early Algebra. C'est entre guillemets, l'algèbre précoce. Mais ce que ça veut dire vraiment, c'est comment cultiver l'esprit, la pensée algébrique plus tôt. Donc, par exemple, je pose la question toujours à mes professeurs, quel que soit leur âge, je veux dire, quel que soit leur niveau. Est-ce que quand vous étiez à l'école et vous avez la première fois vu x au carré, ou vous avez vu x au cube, ou vous avez vu 2xy, est-ce que dans la classe, vous voyez imparfait, n'est-ce pas? Vous voyez des images.
Est-ce que vous voyez un carré de côté X, un cube d'arête X, ou un rectangle de X côté et Y l'autre côté? Si on fait ça, alors on comprend les formules. On comprend les monomes et les polynômes. Bien sûr, ça commence là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une abstraction, mais commençons dans un domaine pour qu'ils comprennent. Donc ça, été expliqué par Kemp. Il a distingué la compréhension instrumentale de la compréhension relationnelle. Et tout est dans les relations, n'est-ce pas? En mathématiques. Si je connais des choses indépendamment, ils ne sont pas liés. Une méthode, une procédure, une formule, une définition. Mais je ne vois pas le lien. Je ne vois pas les grandes idées. Il y a plusieurs grandes idées, pas énormément, et plein d'idées subordonnées. Alors, je vois ça comme 1000 choses. Par exemple, un exemple parfait, c'est les tables de multiplication. Il y a toujours la question, est-ce qu'ils doivent apprendre ça par cœur? Mais si l'enfant voit 100, si on ne va pas jusqu'au 12, si on va jusqu'à 10, pour lui, c'est énorme. Mais si on commence à voir les liens, la commutativité, la distributivité, peu à peu, il n'y a plus que 6 ou 7 qu'il doit vraiment apprendre. Parce que même les adultes, dans les tests que Stanislas Dehaene a fait, même les adultes, on prend quelques fractions de secondes de plus pour répondre les 7 fois 8 et les 9 fois 7 et tout ce qui est avec 7, 8 et 9. Bon, donc, on va prendre un exemple des petits, un exemple des collèges. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que c'est important. Traditionnellement, on enseignait l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Okay? On sait maintenant l'importance, bien sûr, des relations. Thinking relationally, toujours en fonction des relations. Alors, si on lui dit, la soustraction, c'est l'opposé de l'addition. Bon, il se souvient, parce qu'il ne va pas dire réciproque. Mais comment le voir, le vivre et le comprendre? Premièrement, quand ils sont tout petits, on additionne et on soustrait sur la bande numérique. C'est la bande numérique humaine. Donc, si j'ajoute 2, je fais 2 pas de plus vers la direction des grands nombres. Si je soustrais 2, je fais 2 pas de plus dans le sens des petits nombres. Je change de direction dans l'opposé. Alors, bien sûr, il y a des profs qui me disent « Mais pourquoi on ne peut pas reculer 2 ?» Et la réponse, c'est que j'utilise ça aussi au collège pour enseigner la somme des nombres relatifs. Donc, je garde aller vers là et aller vers là pour les opérations, et je garde reculer si c'est à moins 3, par exemple. Et ça marche, et c'est beau, et c'est fun. Bon, donc ça, si jamais on leur fait faire les deux à la fois, ils reviennent à 5, parce que, voilà l'esprit algébrique, parce qu'ils apprennent que plus 5 moins 5, ça donne 0, comme plus x moins x donne 0, 0 élément neutre de l'addition. Alors, on ne va pas dire élément neutre, mais on va dire, pourquoi est-ce que plus 3 et moins 3, ça donne 0? Pourquoi? Ils vont généraliser. C'est ça la puissance d'algèbre. Je trouve ça là, c'est thinking generally about the specific. Penser généralement sur des moments précis. Même au primaire, on peut. Je le vois une fois, je le vois 2 fois, je le vois 3 fois. Est-ce que je peux le généraliser? That's thinking mathematically. C'est ça, la pensée mathématique. Ensuite, voilà des enfants avec qui j'ai travaillé à Zurich, des profs de maternelle qui découvraient les nombres positifs, les nombres pairs et impairs, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On fait tout sur la bande numérique avant de le faire avec le doigt sur le livre. Ensuite, un peu plus tard, on apprend après le calcul mental, réfléchi, pensé. On va à un moment donné arriver à l'algorithme de calcul ou la procédure de calcul qui est assez universelle pour l'addition. En France, aux États-Unis, c'est pareil. Donc, on va leur dire, donc ça c'est après plein de travail, on ne fait pas ça au début, pas du tout, à la fin. Parce qu'à la fin, en fait, ils sont presque capables de ne pas le faire. Parce qu'ils disent, ah ben ça c'est facile, c'est 20 et 30, 50, c'est 8 et 7, 15, et c'est 65. Madame, est-ce qu'on a vraiment besoin de la poser? Mais, vous savez la réponse à ça. Les calculs posés au primaire, ça fait partie de la culture élémentaire dans tout le monde entier. Et peu à peu, on essaie de s'en détacher. Parce que trop vite, ça c'est les recherches de John van der Waal, qui montrent que quand on enseigne des techniques opératoires trop tôt, trop vite, l'enfant se concentre, colonne par colonne, chiffre par chiffre, et oublie le sens des nombres. Il n'a pas une idée
de à peu près juste ou à peu près faux. Oh non, il donne une réponse et c'est complètement bizarre, complètement faux et absurde, mais il n'y a plus le sens des nombres. Voilà, ça c'était une parenthèse sur... Mais on l'enseigne dans toutes les classes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va échanger 10 unités contre une dizaine. Et après, dans la soustraction, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On ne dit pas « il n'y a pas assez d'unités dans 42 ». Vous voyez la façon dont on dit les choses? On dit 42 à jusqu'à 42 unités, si vous voulez. Ah pardon, il faut que je reste pour être filmé. J'ai oublié. Il ne faut pas que je bouge. Excusez-moi. Bon, donc, mais dans cette représentation 4-2, c'est l'écriture canonique qui nous donne le maximum de dizaines. Mais je peux avoir quoi? 3 dizaines et 12 unités. Je peux avoir 2 dizaines et 22 unités, etc. Et cette flexibilité, ils l'apprennent dès le CP. Parce que j'ai mis une séance en plus, j'ai créé, après plusieurs années de formation en France, parce que je disais, est-ce que, en France, vous croyez qu'un enfant qui voit 42 va penser comme ça, c'est 4 dizaines, 2 unités, ou 3 dizaines et 12 unités? Et non, on ne fait pas ce genre de practice. Donc, j'ai mis une petite séance au CP et on le fait dès le début. Donc, vous voyez, si on sait ça, l'échange est tellement évident. Et maintenant, je peux soustraire colonne par colonne et je peux commencer à gauche si je veux. Parce qu'on écrit de gauche à droite, on lit de gauche à droite, n'est-ce pas? Après, il faut additionner de droite à gauche. Si j'ai fait mes échanges, je peux aller de gauche à droite. OK. Troisièmement, quand on arrive à l'écriture symbolique, on a une famille additive, 6, 9 et 15, ça s'appelle une famille additive. Eh bien, on écrit 4, et ça c'est à partir de CP, avec des petits nombres, et puis on écrit 4 égalités équivalentes. Par colonne, vous voyez bien que c'est vous voyez bien la commutativité à gauche, à droite on voit qu'elle ne l'est pas, et sur la ligne, chaque ligne, regardons la première ligne, je vois que si j'ajoute 9, j'obtiens 15. Si après je soustrais 9, je reviens à 6. C'est justement ce que je disais tout à l'heure sur la bande numérique. Donc voilà 3 étapes où on voit la relation entre les deux. Pourquoi c'est important de les voir 2 par 2? Et la même chose, ça va être pour la multiplication. Je multiplie par 4, je divise par 4 et je reviens au début. Parce que fois 4 divisé par 4, ça donne 1. Et le 1 est l'élément neutre de la multiplication. On ne le dit pas comme ça, mais on parle de ça, sans utiliser ces mots d'algèbre. C'est relation fondamentale. Et là, je dis pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de les voir 2 par 2 et pas voir 4? Dites-moi, vous qui êtes au secondaire et qui savez ces réponses. Anybody? Voilà. Quand on arrive aux mathématiques très avancées, et on a l'addition et la multiplication, ce sont les 2 opérations fondamentales. Parce que la soustraction, lorsqu'ils auront les nombres négatifs dans leur répertoire de connaissances, 8 moins 5, c'est 8 plus le nombre moins 5, le nombre entier relatif. Et quand je vais connaître les nombres rationnels, 8 cinquième, c'est 8 fois 1 cinquième. 8 divisé par 5, c'est 8 que multiplie 1 cinquième. C'est pour ça que c'est important. Et on le fait dès les petites classes. Alors là, pour vous, j'ai pris 2 exemples de sens. C'est quel est le sens de 3/4? J'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai un livre sur les fractions que je vous montrerai à la fin. Et je vais dans les classes, j'ai été dans beaucoup de classes, et c'est 5th grade, donc CM2. Prenez votre ardoise, 2 secondes, 2 minutes, et dessinez ou écrivez ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils me disent? Je vous dis, en France, en Amérique, au Qatar, toujours la même chose. Voilà, vous voyez? Exactly. Alors, sachez que ça, qui s'appelle partie d'un tout, et bien sûr, ça commence avec un tout, et ça commence dans les petites classes avec quelque chose qui est une partie inférieure au tout. Mais il faut très vite changer parce que 5/4, c'est quoi? Parce que je pense que c'est toujours une partie d'un tout, 5/4, c'est absurde. D'accord? Très important. Donc, malheureusement, in 5th grade, on a encore, dans plein de pays,
L'image mentale, qui donc nourrit les connaissances, nourrit et construit nos connaissances et nos concepts, c'est le gâteau. Eh bien non. On passe au CE1, on fait ça au CE1. Donc au CE1, que ce soit des rectangles, n'importe quoi, c'est partie d'un tout. Après, au CE2, on ajoute une représentation sur cette bande et puis après sur cette droite numérique. Et après, vous allez voir plein de sens. On arrive au C, ça c'est un sens, par exemple un sens qu'on apprend au CM1. Je ne vais pas vous dire toute l'histoire, mais il y a une évolution. We graduate, on va d'un niveau à l'autre. Et on voit la relation entre les représentations et les sens. Donc, quand j'ai 16 éléments, c'est pas la même chose que d'avoir un 3/4 d'un gâteau que je sais faire depuis que je suis petit. J'ai vu maman ou papa couper un gâteau. Et donc là, je vois un quart, là, je vois 3/4, donc c'est 12. D'autres. Qu'est-ce que c'est sur la bande numérique? Eh bien, c'est 3 sauts. Alors, si on utilise une bande de papier, ça commence toujours avec des bandes de papier, on ne va pas toujours là. Pour comprendre une bande, et après la demi, et puis le quart, et on coupe. On plie et on coupe. Donc, ça peut être la mesure d'une bande de papier ou d'une bûche, quelque chose, d'une règle. Mais ça aussi peut être représenté parce qu'avec le temps, la longueur est maintenant associée au point extrême qui est le point. Et le point, ça commence à être un nombre. C'est-à-dire qu'il vit sur cette droite, il est accompagné à gauche et à droite de nombres que je connais. Donc ces nombres entiers, au début, qui étaient les seuls nombres sur lesquels on marchait, eux, ils deviennent très rares et entre devient l'infini. Donc, ils commencent à prendre les fractions dès les petits pour commencer à peupler cette bande numérique qui devient la droite numérique et qui devient l'axe numérique après. Ensuite, c'est des ratios, des rapports, ratio, non? On dit ratio aussi en France. Donc, j'ai 9 cubes bleus, 12 cubes rouges, donc le rapport est 3/4. Alors, une question rhétorique, parce que vous la posez vous-même. Est-ce qu'on sait expliquer ce qu'il y a en commun entre fraction et ratio et qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est fraction et pas ratio? Qu'est-ce qui est ratio et pas fraction? Et mais en CM2, une séance que je fais quand je fais mes tours, comme on dit Globetrotter, quand je fais mes tournées de formation pendant 6 ou 8 semaines dans différents lycées français, aux États-Unis ou ailleurs, au Japon, je vais aller l'année prochaine. Alors, comment enseigner ça? C'est subtil. Donc, on leur donne quelque chose de réel. Ça, c'est une séance de CM2. On leur donne 3 gâteaux, je prépare 3 disques de papier, et ils sont 4 à chaque table. Comment vous allez partager ça de façon égale? Alors, ce qui est très intéressant, la première fois qu'ils voient l'association de fractions comme division, qui en fait, comme vous le savez mieux que tout le monde, personne, c'est que c'est ça qui va donner l'idée du quotient, l'idée du nombre, parce que, comme dit Susan Lehman, qui a travaillé 20 ans sur les fractions pour les enfants du cours moyen et du collège, d'accord? 5 ans. Elle dit que le voyage de la partiture qui est connu même quand on est au CP, on connaît la moitié, on connaît le quart, jusqu'à comprendre une fraction comme 3/4, comme un nombre qu'on appellera rationnel, ou un nombre qui a une position unique sur la droite numérique, prend des années. Et que si on va trop vite à dire que c'est un nombre, we lose them, on les perd. Parce que vous le savez bien, ils ont un nombre entier et un nombre entier. Jusqu'à 7-8 ans de leur vie, 7 ans on va dire, ils ont vécu dans un monde de nombres entiers, de nombres naturels. Et donc le 3 et le 4, ça les interpelle, ça les attire. Et de comprendre que c'est un nombre, on a beau leur dire, ils doivent le vivre. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça, ce sont les deux représentations les plus intéressantes, les plus communes, 4-4-4 ou 2 demi et puis un quart. Et on voit une équivalence là, que une demi et un quart, c'est 3/4. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, quand on donne une règle qui upset me, je n'aime pas, je vois, quand les dénominateurs ne sont pas communs, on utilise, par exemple des quarts et des demi, on utilise la règle et on les réduit au même dénominateur. Non, au début, pour développer et cultiver number sense, le sens des nombres, un enfant jeune sait, d'après ce genre de choses, que dans un demi, il y a 2 quarts.
Et quand il ajoute un demi et un quart, il voit ce demi, parce qu'ils font que des manipulations avec plein de différents matériels. Il sait qu'un demi, c'est 2 quarts. Donc, si on lui demande un demi et un quart, il va dire 3 quarts. Et il y a d'autres, comme on a les nombres qu'on aime, qu'on développe une amitié, il y a des fractions avec lesquelles on connaît bien. On connaît les décompositions comme on connaît les décompositions des nombres. Et ça, c'est une superbe réponse d'un élève, c'est dans mon livre que je vous donne à la fin, mais il a dit, ça c'est comme un paquet de 3 cookies. Un paquet. Je ne vais pas les ouvrir, donc c'est l'unité composée, très difficile comme concept. Et je fais toc-toc, je coupe en 4 un paquet, et je vois la même chose. Brillant, brillant. When we take the time to listen, quand on prend le temps de les écouter, ils sont brillants, et ils nous donnent tous les ingrédients pour enseigner une classe. OK, et il y a d'autres sens, et tous ceux qui sont en jaune, on l'apprend au primaire, et le reste au collège. Tous avec du sens, avec des relations. Toujours par rapport à ce que tu as appris. Quelle est la relation? Concret, imagé, abstrait, je regarde. Oui. Concret, imagé, abstrait, ça c'est quelque chose que vous savez bien parce que les médias ont beaucoup parlé de ça. Ça c'est le travail de Brunner, qui déjà avait les 3 mots. Singapour a expliqué qu'ils ont changé les mots pour que ça soit plus clair pour les profs comme pour les élèves. Mais c'était déjà fait. Et Piaget aussi, on sait qu'il y a certaines choses que Piaget a dites qui ne sont plus valables, mais ce qu'il a très bien dit, et ce qui est vrai, que c'est l'enfant est dans le stade des opérations concrètes. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas prêt à amorcer le chemin vers l'abstraction. Bien sûr que si. Vous allez voir un exemple d'Alexandre de CE1, incroyable, un vrai exemple de mon expérience. Mais Piaget dit, ils doivent toucher, construire, colorier, plier, mesurer, couper, parce que ça les intéresse. Ça leur parle, les couleurs, les objets. Donc, on doit toujours jouer entre le concret et puis l'image et puis l'abstraction. Alors, je vous fais un truc très vite, mais voyez, vous le savez déjà. Vous dites qu'en ligne, il y a des primaires, des profs de primaire. OK, donc un exemple. J'ai fait ça en mars quand j'étais sur le plateau de maison des maternelles. Donc, ils me mettent à une table, je ne connaissais pas, je ne regarde pas la télé, donc je ne savais pas où j'allais atterrir. et il y avait 5 personnes autour de la table et la table était mise. Il y avait des 7 ronds, il y avait des assiettes rondes, il y avait des verres ronds. Et donc, il commence à me parler et il me dit, c'est quoi ce concret imagé abstrait? J'ai dit, regardez. Et j'ai vu autour de moi ces cercles. J'ai dit, je vous pose une question. Pi, c'est quoi? Alors, il dit, ben, c'est 3,14. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, 3,14? Ben, je ne sais pas. On m'a dit, c'est 3,14 et il faut que tu t'en souviennes. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Hein. Je suis sûre qu'on l'a bien expliqué, mais peut-être il n'a pas écouté. On ne peut pas mettre le blâme sur les profs. Les profs font très bien leur travail. Et donc, on va dire, on va le comprendre. On va aller du concret, imagé, abstrait. Ça vous va? Il dit, je suis prêt. Et donc, j'ai dit, regardez un cercle. Alors, chacun a pris un cercle autour de quelque chose de circulaire. Ce n'était pas des cercles, des objets circulaires. Et donc, j'ai dit, vous imaginez, et quand je fais ça avec les élèves, je leur dis, apportez quelque chose la veille qui est circulaire, et puis, si quelqu'un a oublié, je donne la corbeille à papier, parce qu'elle est ronde. Comme ça, on a des tout petits, des bouchons, et des grands. Et ça, vous savez qu'on peut le faire au primaire. On peut absolument le faire au primaire. J'ai fait ça toute ma vie au primaire. Et donc, on leur donne la ficelle, les ciseaux, et on leur donne 2 choses. Vous mesurez, ça c'est sans doute pas pour vous, mais pour ceux qui comme le présentateur, a dit qu'ils ne savaient pas le sens. Donc, ils mesurent pour leur objet choisi le diamètre, diamétron, donc c'est bien de parler de la langue, j'adore la langue, et puis la ficelle autour. Et donc, circumferencia, on peut parler de la langue si on a le temps. Il faut toujours faire le choix en fonction du temps. Et après, on demande à chacun, et d'ailleurs ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'apporte toujours un grand cerceau au début de la tâche. Et je fais venir quelqu'un, et je dis, est-ce que vous voyez, ils doivent le voir dans la tête, vous voyez ce que c'est le diamètre? Oui, tout le monde comprend. Est-ce que vous voyez dans votre tête une ficelle aussi longue que le diamètre? Oui. Combien de fois ça va aller autour? Alors on me dit, les enfants, on me dit 4 ou 5.
Et quand c'est un tout petit, on me dit 2. Donc, les conjectures, c'est 2, 3, 4, 5. Voilà ce que j'ai toujours eu. Je ne fais pas de grimace, je ne dis pas oui, non. Je mets au tableau 2, 3, 4, 5. Comme ça, il y a un suspense. Ça vient de ma carrière de théâtre, bien sûr. Il faut un suspense. Et après, chacun prend sa petite ficelle, la met dans la grande, fait un dessin et voit qu'il y a 3 et un peu. Alors vous savez ça, mais c'est magique. Qu'est-ce que c'est magique? C'est qu'un petit cercle et un grand cercle ont la même relation. C'est le début de la pensée proportionnelle qui s'installe. Parce qu'ils pensaient que le petit c'était 2 et le grand c'était 5. Voilà une représentation qu'un élève a fait. 1D, 2D, 3D, and extra. C'est pas mignon ça? Extra. On peut pas le lire, hein, mais c'est ça qu'il a dit. Et voilà un groupe avec lequel j'ai fait cette recherche en Barcelone. Ils étaient CM2, ok? Et puis après, on rentre dans les nombres et après les formules. Et tout le monde met ça je fais plutôt pour les gens en ligne parce que vous savez, je pense que vous tous, vous savez ça et puis vous le faites, j'espère. Et après, on regarde cette magie, les grands nombres, les petits nombres, et on a tout à peu près 3 parce que aucune mesure humaine n'est parfaite. Jamais exact. On ne peut pas. On ne peut pas. Et donc, voilà un exemple rapide du concret, l'image et l'abstrait. Très, très simple. D'accord? Et on fait ça avec tous les concepts. Alors, je sais que pi appartient au secondaire, mais on essaie toujours de faire du concret. Ça, c'est un exemple de CP. Donc, je descends à CP. Vous avez un problème, on montre le problème, on montre le dessin. C'est pas évident hein, pour un CP. La différence entre le nombre de 2. Ensuite, je leur donne les cubes. Pareil, ils les décomposent. Soit ils les mettent en 2 tas, soit ils mettent 2 trains. Et les 2 trains, on peut les mesurer. Et on voit apparaître magiquement la différence de 3. Et après, on explique une expression où on fait 6 plus quoi égale 9, parce que toute soustraction peut être traduite en une addition à trous. Et ça, Karen Fuson dit qu'il ne faut pas décourager parce que ça montre que l'enfant sent l'équivalence entre l'un et l'opposé de l'autre. Et après, on écrit l'écriture symbolique. Donc ça, c'est un problème. C'est un genre de problème qu'on modélise, qu'on explique. On peut ou pas donner l'image, ça dépend du niveau. Si c'est un niveau un peu plus élevé, on va lui donner les phrases et c'est tout, et l'escalier. Mais on ne va pas donner ça. Pour un enfant plus jeune, on lui donne un indice. Il dit, montre-moi 9, montre-moi 6, fais 2 tas. Est-ce que tu vois lequel est le plus grand? Oui, il y en a plus ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la recherche de Vassilav Davidov qui dit que parce que très difficile, c'est la comparaison, vous le savez, comparaison d'état. Eh bien, qu'est-ce qui leur parle? C'est quand ils sont grands, parce qu'ils savent que la grandeur, ils veulent être plus grands que leurs amis, plus grands que maman, plus grands. Donc, si on fait ces 2 trains de cubes et on les met debout, et c'est 9 ans et 6 ans, mettons, c'est le problème, eh bien, je comprends que 9 ans, il est plus grand que moi. Ce n'est pas le cas après, parce qu'après, on est tous la même taille. Au contraire, on commence à descendre. Mais voilà, donc si je mets le 9 et le 6, je vois la différence de hauteur avant la longueur. Donc, dans la dernière édition, j'ai changé, je l'ai mis vertical parce que c'est plus pertinent. Donc, voilà, savoir ce qui parle aux enfants. OK. 3, les modèles de représentation sont multiples. Alors ça, c'est inspiré par le travail de Zoltan Dienz, qui a parlé du principe de la variabilité perceptuelle. C'est-à-dire, on a des modèles tactiles, on a des modèles visuels, on a des modèles, une variété. Mais il faut les varier des plus concrètes aux plus abstraites pour que, après ce voyage, c'est comme je vous ai dit avec les fractions, on peut sauter dans l'abstraction et on n'a besoin d'aucun. Parce que si on donne une représentation et une seulement, l'élève va s'attacher à cette représentation et il aura du mal, elle ou il, à se détacher parce qu'on veut l'abstraction. Mais comment on fait? Donc, on regarde un exemple, 2 exemples, d'accord? Premièrement, c'est la dizaine. La dizaine est un moment très important dans la vie de l'enfant pour comprendre notre système décimal. Là aussi, est-ce qu'on leur dit pourquoi c'est 10? Pourquoi on ne groupe pas par 8? Beaucoup de profs me disent « Ah ben, je n'ai pas expliqué ça. » Alors moi, je dis « Et si on était des martiens et on avait 3 doigts et 1 pouce, vous pensez qu'on grouperait par 10 ?» Il faut comprendre là aussi que ça vient de l'homme, de la femme, du corps humain. OK. Donc, première fois,
puisque toute leur vie, jusqu'à la dizaine, ils ont toujours compté par 1. Imaginez une unité qui n'est pas 1, une unité composée est très difficile. Donc, on leur donne des représentations qui ont des unités sécables, séparables, désemboîtables, si vous voulez. Donc, des cubes, on emboîte, des paquets. Et après, lorsqu'ils commencent, et ça arrive à peu près à 6-7 ans, à unitize. Unitize, c'est la capacité de voir et d'accepter qu'on peut avoir des unités autres que 1. Donc, une semaine, un billet de 20, et vous savez combien c'est difficile pour les petits. Et après, on introduit alors les Dean's Blocks. En Amérique, on les appelle Dean's Blocks, dans le monde anglo-saxon, parce que c'est Dean's, mais on les appelle ici matériel de base 10. Il y a un objet pour le 1, un objet pour le 10, un objet pour le 100, un objet pour le 1000, mais la taille proportionnelle leur rappelle which is which, lequel est lequel. Et c'est seulement à la fin du cycle 2 et tout le cycle 3 qu'on passe à la troisième représentation de disque nombre. Il y a 1 ou 10 ou 100 ou 1000 ou 0,1, 0,01, 0,01. Et c'est un peu comme les chips de poker. Ils sont blancs et rouges et bleus. Ils ont des valeurs différentes et les adultes peuvent, mais un enfant a du mal. Donc, ils ne sont pas toujours prêts à utiliser ça. Et là, après le primaire, au secondaire, ils connaîtront les relations. Par exemple, combien de centaines dans 10 millions? Je pose ces questions. Combien de dizaines dans 10 millions, or whatever? Ces relations ne sont pas toujours connues. C'est de cette colonne et cette colonne et cette colonne et cette colonne, il y a tant de zéros. Ça ne me dit rien, c'est cosmétique, c'est extérieur. Je dois comprendre la relation. Combien de ça, pour faire ces échanges? Et quand on dit je manipule, je dis toujours, c'est pas n'importe comment qu'on manipule. On doit connaître l'objet adapté au développement cognitif de l'enfant. C'est tout un art. La multiplication, alors d'abord, quand je suis en CE1, on commence les histoires, on commence dès le CP les histoires d'addition, de multiplication et de division, parce qu'on se concentre sur l'addition et la soustraction, mais dès le début, on fait des histoires de multiplication et de division sans les opérations. Okay? Et donc, ça, c'est au début. 6 fois 8, c'est 8 fois 6, c'est 8 packs de 6 briques. Vous comprenez pourquoi, quand on est petit, la commutativité n'est pas obvious, n'est pas évidente. On ne peut pas dire que c'est commutatif trop tôt, parce que 3 sacs de 4 pommes et 4 sacs de 3 pommes ne sont pas la même chose, parce qu'ils sont dans le très concret. Après, il faut aussi toujours penser et poser la question, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner pour qu'ils comprennent le sens de chaque facteur? Deuxièmement, on commence à être un peu plus mathématique, on fait des sauts sur la bande numérique pour comprendre comment 8 sauts de 6 et 6 sauts de 8, c'est la même chose, on arrive à 48. Et enfin, c'est lorsqu'on commence à donner des représentations rectangulaires, comme par exemple une boîte de caramel carré. Eh bien, que je donne la boîte comme ça ou comme ça, les deux facteurs ont la même nature. C'est les dimensions du rectangle. Alors que dans les deux autres cas, les deux facteurs 8 et 6 ne sont pas symétriques dans leur nature. Et à partir de là, ça commence plus vers l'abstraction et on quitte ces histoires de multiplication. 4. La verbalisation est fondamentale parce que l'élève est un apprenant actif. Tout se construit dans les dialogues. Tout. Vous le savez si bien vous-même. Quand vous préparez un cours sur quelque chose qui n'est pas votre dada, on dit ça? C'est pas votre favor, c'est pas quelque chose que vous aimez. Et vous l'apprenez pour l'enseigner. Vous devez parler, vous devez expliquer. C'est là où on comprend plein de choses. Je me rappelle, quand j'ai commencé avec une formation de secondaire et de collège, et après, le District of Columbia m'a demandé de faire le primaire. Et à tel grand besoin que je suis depuis plusieurs années sur le primaire, dans beaucoup de pays aussi. Et je me rappelle que je devais expliquer la soustraction. Alors, la soustraction en Amérique et la soustraction en Égypte et la soustraction en Europe, on appelle ça European Subtraction. Il y a 2-3 façons différentes. Et moi, j'avais appris au Vietnam par cœur. Un en haut, un en bas.
un en haut, un en bas. On me disait. Et quand j'étais adulte, je faisais des soustractions pour moi-même dans le carnet de chèques quand on écrivait tout avant qu'on était en ligne. Toutes mes soustractions, c'était dans ma tête, un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Et c'est quand j'ai dû expliquer, déchiffrer tout ça et comprendre toutes ces façons de soustraire que j'ai mieux compris. Donc, c'est en expliquant. Alors, la méthode explicite, c'est toute une histoire. Je vous dis d'abord, le livre que je vais sortir très bientôt, je vais vous le dire à la fin, va expliquer tout ça en grand détail. Mais pour l'instant, il y a eu tous les notes du CESEN, vous mettez CESEN, C-S-E-N, notes, et vous avez tous les documents, ils ne sont pas longs, et ils sont là pour vous. Basés sur la recherche, nous sommes tous des spécialistes dans certains domaines, et nous sommes responsables pour produire pour les profs. Et donc, vous cherchez enseignement explicite et vous trouverez un très beau... puis, il y avait même une conférence du CESEN sur l'enseignement explicite. Vous avez une journée de conférence, de présentation. Et ce n'est pas seulement dans les contenus que l'enseignement explicite a été prouvé et démontré efficace, mais c'est aussi dans l'enseignement des comportements. C'est-à-dire tout ce qui est bien-être, tout ce qui est politesse, tout ce qui est bavardage, enfin tous les autres trucs qui peuvent déranger la classe. Enseignement explicite dans les deux bandes. Donc, on met le haut-parleur sur la pensée, ça c'est comme on dit en Canada, et ça c'est inspiré par les travaux de Vygotsky, qui dit l'enfant n'apprend pas tout seul, il apprend dans les échanges. Alors, un exemple de verbalisation qui vient de la recherche, c'est que ça a été donné à des enfants de grande section. Vous pouvez imaginer qu'il y a eu 17% de réussite. D'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est énorme. Grande section, mais c'était à la fin de l'année, c'était presque l'âge de CP. Eh bien, si on le décompose en 2 phrases, il y a 5 oiseaux et 3 vers. On décompose. Combien d'oiseaux ne mangent pas de vers? Et l'autre chose que Davidov a dit, j'ai parlé de la hauteur, c'est que quand on enseigne la soustraction comme comparaison, qui est le plus dur, soustraction comme comparaison, pas comme retrait, pas comme addition à trou. Et le troisième sens de Vergniaud qui est comparaison d'état. C'est celui qui perdure en secondaire et les autres s'en vont. Quand on enseigne aux tout petits des comparaisons, c'est quand des enfants et des cookies ou des sucettes ou des animaux et des carottes, des hamsters et des carottes. Donc, quand c'est des animaux ou des enfants qu'ils aiment et qui n'ont pas assez à manger, ils sont attentifs et comprennent la comparaison. Mais ils ne vont pas comprendre quand c'est des différences de longueur. OK. Cinquièmement, on a encore 2. Résolution de problèmes. Il y a une variété de problèmes. Vous les voyez, ouverts, fermés, des problèmes de niveau plus profond, des niveaux moins élevés. Et il y a, bien sûr, il y a plein de stratégies, c'est inspiré par Polya, et c'est l'heuristique de la résolution de problèmes. Donc, il y a beaucoup, mais je vais vous donner un qui est la marque un peu. C'est leur contribution. On a dit qu'ils ont pris les recherches du monde entier, mais ils ont aussi contribué à la recherche, contribué à la pédagogie et la didactique universelle, parce que tout le monde utilise la méthode en barre. Donc, je vous donne un exemple, parce que même le ministère maintenant a pris ça dans les... Regardez ce problème. Dites-moi, pour un élève de CM1, quel niveau... Ah, il n'est pas à 7 heures encore? Oui. Il n'est pas... D'accord. Donc, je ne vous demande pas, parce que je dois continuer. Donc, après qu'on a expliqué, les profs me disent que c'est à peu près 12. C'est pas 10, c'est 12, c'est très dur. Donc, ça, c'est CM2, hein? CM1, pardon, CM1. Donc, ils ont déjà cet outil pédagogique depuis un moment. Ils sont dans la 4e année. On ne peut pas imaginer de leur apprendre en CM1, bien sûr. Ça se construit. Donc, vous avez vu le problème. Un 6e, c'est les enfants. Un 6e des autres, c'est les filles. Bon. Donc, voilà les nombres de personnes au pique-nique. Un quart, c'est des adultes, donc 6. Un 6e des autres. Ils ne sont pas au secondaire, ils sont au primaire. Donc, on doit diviser chacun par 2, et j'ai fait des 6e. Et je sais qu'un 6e, c'est des filles, donc c'est 3, parce que c'est la moitié de 6. 6. Et donc, le reste, c'est 5 fois 3, 15. Donc, un problème
qui a l'air, avec 4 phrases, 2 fractions, et une connue qui est entier, mais à la fin, 3 phrases, on rend un problème difficile facile. Donc, c'est vraiment assez magique et assez empuissantant pour les enfants qui ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas l'algèbre. Nous, on a l'algèbre, eux, ils n'ont pas. Donc, ça devient plus facile. Et ça, c'est l'évolution de la barre, dans la barre et dans le point. Donc, je vais aller vite. Ils ont tout misé sur le bon sens des nombres. Comprendre les nombres comme des grands amis et comprendre toutes les propriétés des nombres. Donc, par exemple, alors, je vais aller vite. Bien sûr, on pense, un petit, il va dire, je connais 10 parce que je sais l'écrire, je sais le dire et je sais... Alors, pour nous, c'est la deuxième unité de numération. Pour les enfants, ils appellent ça une unité. Donc, ça, c'est pour notre langage, d'accord? Bon. Mais ils doivent connaître tous les compléments à 10. Et une fois qu'ils les connaissent, ils peuvent apprendre 1 plus 2 plus 3 plus 4. Pourquoi seulement les décompositions et les compositions additives avec 2? Hein? Ensuite, comme on a dit dans la mission maths, dès les petites classes, ils doivent commencer à regarder les groupes égaux. Donc, on se prépare pour la multiplication. On doit avoir 10 dans la vie. On doit voir, et ça se fait très tôt, que le nombre pair, 10 est un nombre pair, donc il s'écrit 2 fois quelque chose, 2 fois, qui va devenir après 2 fois n. Ça va appartenir à tous les nombres pairs. J'arrive à la fin pour l'algèbre, je vais parler de ça. 10 est aussi un nombre triangulaire, etc., etc. 10 a plein de propriétés. Chaque année de leur scolarité, ils apprennent une autre propriété. Et il faut arrêter de penser au primaire qu'il faut aller vite vers les grands nombres. On peut rester avec les petits nombres et apprendre beaucoup de propriétés. Un exemple de calcul mental, ça c'est au CE2, 164. On me dit, oh, mais c'est trop dur, nos enfants ne savent pas poser la division. Eh bien, ce n'est pas du tout poser. C'est penser à la décomposition. Si je ne connais que ça, je suis stock, coincé. Mais si je pense 16 dizaines et 4 unités, je comprends que c'est 41. Ou, et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou au CE1, on apprend les fractions en faisant des bornes de papier. Et qu'est-ce qu'on a appris? Que la moitié de la moitié, c'est le quart. Et donc, si je prends 164, je prends la moitié, et je prends la moitié, les problèmes de Singapour ont toujours caché derrière des petits bijoux de calcul mental. Il y avait un avec 1776 divisé par 4. J'ai demandé, est-ce que vous voyez que c'est 1600, 160 et 16? Ça avait dépassé, ça avait... je n'avais pas vu. Alors, je termine avec la pensée algébrique. Donc, ça, c'est une séance de CE1. Et je termine avec... Donc, pour les nombres pairs, c'est-à-dire dans mon image qui était un élève d'Alexandre, c'était en jaune, je vous ai montré, on construit, on regarde les couleurs, les formes, et après, on regarde ce qui divise verticalement et ce qui divise horizontalement. Il y a des groupes de 2 ou il y a 2 groupes égaux. Et c'est les 2 groupes égaux qui vont donner la structure numérique, géométrique et algébrique. Ensuite, pour les nombres impairs, je donne un camion, et soit avec 2 voitures, 4 voitures, 6 voitures. Donc, c'est les images là qui sont oranges. Et donc, ils comprennent qu'il y a 2 voitures, 4 voitures, 6 voitures. Bon. Et donc, on commence à les regarder, à les combiner. On voit que 2 impairs donnent un pair, etc. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit cette structure géométrique. Et le magie, c'est quand on met un camion avec un autre de d'autres couleurs, et on le retourne, et on voit que les 2 camionneurs, les 2 chauffeurs se retrouvent, et on n'a que des paires. C'est une image mentale qui ne les quittera jamais. Et donc, à partir de ces images mentales du concret, on arrive à la forme algébrique. Et dire qu'un nombre pair se termine en ou un nombre impair se termine en, c'est important, mais c'est un corollaire. Ce n'est pas la structure du nombre qui est 2n ou 2n plus 1. Et après, on fait 3n, 4n, 5n. Et voilà, je vous termine avec ce que Alexandre a dit. Alexandre, c'était un Chevy Chase, Maryland, aux États-Unis. Et on avait fait ça dans un grand gymnase. Il y avait 4 classes de CE1. Et les profs étaient là pour regarder parce que ça allait être le départ de notre formation.
Et après qu'on a fait tout ça, on n'était pas encore avec les nombres. Les nombres, c'était la prochaine fois. On a construit, on a regardé la structure, on a comparé les propriétés, et il y a plein de discussions. Hein. Le impair, c'est 1, c'est le pair moins 1, ou c'est le pair plus 1. Après, on regarde la langue, parce que dans toutes les langues, presque, sauf en anglais, le impair, c'est non-pair. C'est pair et puis impair. Donc, c'est exactement ce qu'il disait. Ce n'est pas pair, c'est 1 plus 1 ou moins 1. Et les combinaisons, donc on était en train de réfléchir de façon dans les structures. Et puis le lendemain, c'était les nombres. Eh bien, lui, il dit, Alexandre, oui, il me dit, Dr. Monica, 0 is even. Alors, je dis, come teacher, viens. Et viens, parce que quand quelqu'un professe, il est le professeur, come. Et il dit, je les ai mis, parce qu'après, ils jouaient, sur l'autoroute. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai vu que les nombres font pair, impair, pair, impair. Il a fait comme ça avec sa tête. Autrement dit, il a compris ils ont alterné. Il ne le savait pas, parce qu'on les a enseignés séparément. Ça venait après. Et après, il dit, avant le 1, c'est 0. Mais le 0 n'est pas là. Mais s'il était là, s'il était concret, il serait jaune. D'accord? C'est pas fini. Parce que moi, toujours, je réponds avec une question. Et j'ai dit, Alexandre, c'est très bien. Et si tu voyais dans l'histoire, quand on a appris la parité de 0 et 1, c'est assez récent. Donc vraiment, tu es un petit mathématicien. Mais j'ai une question. On a appris, au revoir. On a appris, pardon, il faut que je retourne. On a appris que tous les nombres pairs, c'est 2 groupes égaux. Est-ce que ce nombre qui n'est pas là, mais qui est dans ta tête, répond à cette condition? Et il me dit, et je vous le jure parce que c'est enregistré, that's easy. 2 times nothing is nothing. Donc 2 groupes de rien, c'est rien. Donc ça rentre bien dans 2n, alors que le 2n plus 1 ne serait pas 0. Et moi, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment des enfants qui pensent algébriquement à 7-8 ans. OK. Un mot de conclusion, growth mindset. Vous connaissez le travail de Carol Dweck. Il y a un truc sur le Cézanne là-dessus aussi, allez chercher. C'est la mentalité vraiment qui diffère l'Occident de l'Orient. Moi, j'ai été élevée en Amérique, en France. On est dans la mentalité que tu es né ou tu n'es pas né avec. Tu es bon ou tu n'es pas bon. Et on continue ça, comme je vous l'ai dit, avec l'expression bosse des maths. En Asie, moi, j'ai été élevée au Vietnam et j'ai commencé mon amour pour les maths au Vietnam avec un prof vietnamien qui était spécialiste de maths pour le primaire. Et là, ce qu'on croit, et maintenant c'est confirmé par la recherche, c'est que on peut, si on veut et si on est aidé, et que ce n'est pas dans les gènes. Donc, growth mindset, c'est 2 choses. 1, c'est j'apprends et je peux changer, mon cerveau peut évoluer. Fixed mindset, c'est lorsque je suis né comme ça, je ne lui peux rien. Vous entendez tellement de gens qui disent eh ben, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Pas vrai, pas vrai, pas vrai. Et quand les enfants sont petits, ils peuvent changer encore plus vite. Et puis, yes, we can. On peut réussir. Alors, j'allais dire que avant, je dis ça toujours aux enfants, avant de commencer l'année scolaire, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, regardez le livre. Alors, les vôtres n'ont peut-être pas des personnages, mais dans les primaires, il y a des personnages. Regardez les titres. Les titres, on va faire des problèmes, on va faire des données, l'analyse de données, on va faire la géométrie, on va faire les algèbres, on va faire la proportionnalité. C'est un univers qu'on va explorer et on va voyager. Comme quand on va dans une marche, on trouve des arbres et des fleuves et des rivières et des lacs, et des montagnes et des vallées. So discover with them. Voilà les livres sur l'algèbre. Voilà le livre sur les fractions. Et voilà le livre qui va sortir. Et d'ailleurs, c'est faux, ça va être l'approche de Singapour, mais c'est pas grave. L'approche de Singapour, parce que la méthode de Singapour, c'est pour la librairie des écoles. Et donc ça, c'est publié par Hachette et ça va faire un petit livre de 128 pages avec tout ce que j'ai dit et plus, avec plein d'exemples. D'accord? Et c'est vraiment l'adaptation à la France avec plein d'exemples soutenus par la recherche et des exemples qui viennent de mes formations. Et voilà, et merci de votre attention. Merci beaucoup.